La chaleur de la Provence était écrasante ce samedi après-midi de juin. L'air vibrait au-dessus de l'asphalte, chargé du parfum entêtant de la lavande et du thym sauvage, une odeur qui, en temps normal, m'aurait apaisé. Mais aujourd'hui, alors que je garais ma vieille berline poussiéreuse devant les grilles monumentales en fer forgé du château de Miraval, je ne ressentais qu'une nausée froide et persistante. Je suis restée un moment assise dans l'habitacle, les mains crispées sur le volant, observant l'activité frénétique de l'autre côté de la barrière. Des valets en livrée blanche couraient pour garer des voitures de luxe, des Bentley, des Porsche, quelques Ferrari. Des femmes en robe de cocktail aux couleurs pastel et des hommes en costume de lin ajusté franchissaient le seuil, riants, insouciants, le verre de champagne déjà à la main. C'était le mariage de l'année. Le mariage de ma sœur, Ombeline Vasseur, avec le vicomte Godefroy de Montmirail. J'ai pris une profonde inspiration, lissé le tissu de ma robe bleu marine simple, élégante, mais sans prétention et je suis sortie. Mes talons crissaient sur les graviers de l'allée alors que je m'approchais du poste de sécurité. J'avais passé des années à restaurer ce château, je connaissais chaque pierre, chaque jointure, chaque fissure de ses murs séculaires. Pourtant, aujourd'hui, je me sentais comme une intrue, une étrangère indésirable devant sa propre création. 2 agents de sécurité, des hommes massifs en costume noir avec des oreillettes, barraient l'entrée. Ils tenaient des tablettes numériques, vérifiant scrupuleusement l'identité de chaque invité. Quand mon tour est venu, j'ai levé le menton, tentant de masquer le tremblement de mes lèvres. « Bonjour », ai-je dit d'une voix que je voulais ferme. « Sibylle Vasseur. Je suis la sœur de la mariée. » L'agent le plus proche, un homme au crâne rasé et au regard impassible, a fait glisser son doigt sur l'écran de sa tablette. 1 fois. 2 fois. Il a froncé les sourcils, tapoté quelque chose, puis a échangé un regard entendu avec son collègue. Le silence qui a suivi a duré une éternité, seulement troublé par le chant incessant des cigales. « Madame, a-t-il finalement dit, sa voix dénuée de toute chaleur, je crains qu'il y ait une erreur. Votre nom ne figure pas sur la liste des invités. » C'est impossible, ai-je insisté, sentant la panique monter malgré moi. Je suis sa sœur aînée. Vérifiez encore. Sibylle Vasseur. L'homme a soupiré, un soupir de lassitude professionnelle, comme s'il avait été prévenu que ce moment arriverait. Il a baissé sa tablette et m'a regardé droit dans les yeux, avec une lueur de pitié que j'ai trouvée plus humiliante que le mépris. Il n'y a pas d'erreur, madame. Nous avons une note spécifique épinglée en haut de la liste. Je cite, Sibylle Vasseur est strictement interdite d'accès. Si elle se présente, demandez-lui de partir. Si elle insiste, appelez la gendarmerie pour violation de propriété privée. Les mots m'ont frappé comme une gifle physique. Violation de propriété privée. L'ironie était si violente que j'ai failli éclater de rire nerveusement. Ma propre sœur menaçait de me faire arrêter pour être venue chez moi. Mais il ne savait pas. Personne ne savait. J'ai reculé d'un pas, sortant mon téléphone de mon sac à main. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour composer le numéro d'Ombeline. Elle a décroché à la 3e sonnerie. J'entendais le brouhaha joyeux de la réception derrière elle, le tintement des verres, les éclats de rire. Allô ? Sa voix était chantante, artificielle, celle qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle était observée. Ombeline, c'est moi. Je suis au portail. Les gardes disent que je ne suis pas sur la liste. Dis-leur de me laisser entrer. Le ton de sa voix a changé instantanément. Elle est devenue glaciale, tranchante comme un rasoir. Sibylle ? Tu es venue ? Je pensais avoir été claire lors du déjeuner. Tu n'es pas la bienvenue. Tu es sérieuse ? Ai-je murmuré, suffoquée. Je suis ta sœur. C'est le jour de ton mariage. Justement, a-t-elle sifflé. C'est mon jour. Mon jour parfait. Et je ne veux pas que tu le gâches avec ta tête d'enterrement, tes vêtements démodés et ta jalousie maladive. Godefroy est d'accord avec moi. Nous voulons être entourés de gens qui comptent, Sibylle. Des gens qui ont réussi. Pas des ratés qui nous rappellent d'où on vient. Rentre chez toi. Elle a raccroché. Le silence de la ligne coupée résonnait dans mon oreille plus fort que le vacarme du mariage. Je suis restée là, pétrifiée, sous le soleil brûlant. L'agent de sécurité a fait un pas vers moi, la main posée sur sa radio, prêt à intervenir. Madame ? Vous devez dégager l'entrée. Vous bloquez les autres invités.
J'ai ravalé mes larmes. Je n'allais pas pleurer. Pas devant eux. Pas aujourd'hui. J'ai puisé au fond de moi, trouvant cette réserve de froideur que j'avais accumulée au fil des années. Très bien, ai-je dit calmement. Je pars. Mais j'ai un cadeau pour la mariée. J'ai sorti de mon sac une enveloppe épaisse, couleur crème, scellée à la cire rouge. Elle pesait lourd dans ma main, bien plus lourd que son poids en papier. Elle contenait le poids de la vérité. Pouvez-vous vous assurer qu'elle reçoive ceci? C'est vital pour la suite de la cérémonie. L'agent a hésité, puis a pris l'enveloppe. Je suppose que ça ne peut pas faire de mal. Je la ferai déposer sur la table des cadeaux. Merci, ai-je murmuré. Je me suis retournée, je suis remontée dans ma voiture et j'ai fait demi-tour, laissant derrière moi la musique, les rires et la mascarade. Je savais que dans quelques heures, tout cela s'arrêterait. Je savais que lorsqu'elle ouvrirait cette enveloppe, le monde d'Ombeline s'effondrerait. Elle allait m'appeler, me supplier, hurler. Mais je ne répondrais plus. Avant de vous raconter ce qui a provoqué le chaos le plus total que cette région ait jamais connu, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. J'aimerais aussi que nous fassions connaissance. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous actuellement. Je lis tout le monde. Partie 2. L'enfant invisible et les graines de la solitude. Pour que vous compreniez pourquoi j'ai agi ainsi, pourquoi j'ai choisi l'option nucléaire plutôt que le silence, il faut que je vous ramène en arrière. Il faut que vous compreniez ce que c'est que de grandir en étant le fantôme de sa propre famille. Je suis née à Lyon, dans une famille que l'on pourrait qualifier de bourgeoise déchue. Mes parents, Hubert et Béatrice Vasseur, vivaient dans le culte de l'apparence. Mon père était un investisseur médiocre qui avait dilapidé la fortune héritée de son père en mauvais placements, mais qui continuait à porter des costumes sur mesure et à fumer des cigares coûteux. Ma mère, elle, était une femme dont la principale occupation était de juger les autres et de maintenir l'illusion que nous étions encore riches. Et puis il y avait Ombeline. Ma petite sœur, de 3 ans ma cadette. Dès sa naissance, Ombeline a été le soleil autour duquel orbitait la planète de mes parents. Elle était blonde, bouclée, avec des yeux bleus immenses et un sourire capable de faire fondre n'importe qui. Elle était l'enfant parfaite, celle qu'on exhibe, celle qu'on habille en poupée. Moi, Sibylle, j'étais différente. Brune, aux traits plus durs, silencieuse, observatrice. Très tôt, j'ai compris que je n'étais pas l'héroïne de cette histoire. J'étais le personnage secondaire, l'accessoire, parfois la domestique. Le jour de mes 10 ans reste gravé dans ma mémoire comme une brûlure à l'acide. C'était un samedi. J'avais passé des semaines à rêver de ce jour. J'avais naïvement espéré que le passage aux 2 chiffres changerait quelque chose. J'avais imaginé un gâteau au chocolat, peut-être quelques ballons, et surtout, le microscope que j'avais encerclé en rouge dans le catalogue de jouets que j'avais laissé traîner sur la table de la cuisine. Je me suis levée à l'aube, le cœur battant la chamade. J'ai dévalé les escaliers en pyjama, prête à être accueillie par des joyeux anniversaires. La cuisine était vide. Sur la table, il n'y avait que les restes du petit déjeuner de mes parents et une pile de courriers non ouverts. J'ai attendu. 1 heure. 2 heures. Vers 10 heures, ma mère est entrée, le téléphone collé à l'oreille. Elle ne m'a même pas regardé. Non, c'est inacceptable. Hurlait-elle. Ombeline a besoin de ses chaussures de danse pour son récital. C'est une future étoile, vous ne comprenez pas? Je me fiche du prix. Elle a raccroché, s'est versé un café, et a failli me renverser en se retournant. Ah, Sibylle, tu es là. Ne reste pas dans mes jambes, j'ai une journée infernale. Je dois emmener ta sœur chez le coiffeur avant son audition. Maman? Ai-je osé, ma voix tremblante. C'est le 12 avril aujourd'hui. Elle a froncé les sourcils, cherchant dans sa mémoire sélective. Le 12. Ah. Ton anniversaire. Oui, bon. On fera quelque chose plus tard. Prends un yaourt dans le frigo. Ils sont partis toute la journée. Je suis restée seule dans cette grande maison froide, mangeant mon yaourt devant la télévision éteinte. Le soir, quand ils sont rentrés, ils étaient épuisés et irritables. Ombeline pleurnichait parce que le coiffeur avait coupé 1 millimètre de trop. Personne n'a mentionné mon anniversaire. Pas de gâteau. Pas de cadeau. Pas même un mot.
Je suis montée dans ma chambre, je me suis cachée sous ma couette et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. C'est alors que la porte s'est entr'ouverte. Une silhouette s'est dessinée dans la pénombre du couloir. C'était Mémé Yvonne, la mère de mon père. Une femme austère, qui vivait seule à la campagne et que mes parents trouvaient rustique et embarrassante. Elle était venue pour le dîner dominical du lendemain. Elle s'est assise sur le bord de mon lit. Le matelas s'est affaissé sous son poids. Elle sentait la naphtaline et le savon de Marseille. Ne pleure pas pour eux, ma petite, a-t-elle dit de sa voix rocailleuse. Les larmes sont précieuses, ne les gaspille pas pour des gens qui ne savent pas regarder. Elle a sorti de son grand sac à main un paquet mal emballé dans du papier journal. Tiens. Ce n'est pas un microscope, je n'avais pas assez de sous. Mais c'est mieux. J'ai déchiré le papier. C'était un vieux livre, lourd, à la couverture en cuir usé. L'architecture des cathédrales gothiques. Regarde comment elles tiennent debout, Sibylle, a-t-elle chuchoté en ouvrant une page montrant des arcs-boutants. C'est une question d'équilibre. De structure. De fondation solide. Tes parents, ils n'ont pas de fondation. Ils ne sont que du plâtre et de la peinture. Mais toi, tu as de la pierre dans le ventre. Tu es une bâtisseuse. Je n'ai pas tout compris ce soir-là, mais j'ai serré le livre contre ma poitrine. C'était la première fois que quelqu'un me voyait. Vraiment. Mémé Yvonne avait raison. J'allais construire. Et j'allais commencer par construire une muraille autour de mon cœur. Partie 3. L'exil souterrain et la dépossession. Les années ont passé, et avec elles, l'indifférence de mes parents s'est transformée en une exploitation tacite. J'étais l'enfant qui ne posait pas de problème, celle qui avait de bonnes notes sans qu'on ait besoin de vérifier ses devoirs, celle qui se préparait ses propres repas. Ombeline, elle, devenait de plus en plus exigeante, capricieuse, et mes parents cédaient à tout pour acheter son affection. Le tournant décisif a eu lieu l'année de mes 16 ans. J'occupais une chambre mansardée au 2e étage. Ce n'était pas grand, mais c'était mon sanctuaire. J'avais peint les murs en bleu ciel, j'avais collé des posters de Notre-Dame de Paris et du Panthéon. C'était le seul endroit où je me sentais en sécurité. Un mardi après-midi, je suis rentrée du lycée plus tôt que prévu car un professeur était absent. En arrivant dans le couloir du 2e étage, j'ai vu des cartons empilés devant ma porte. Mon cœur s'est arrêté. J'ai couru. La porte de ma chambre était grande ouverte. À l'intérieur, mon père et un ouvrier étaient en train de démonter mon lit. Ma mère dirigeait les opérations, un carnet à la main. Ombeline, alors âgée de 13 ans, tournait sur elle-même au milieu de la pièce, un sourire radieux aux lèvres. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je crié, lâchant mon sac à dos par terre. « Ah, Sibylle, a dit ma mère sans se retourner. Tu rentres tôt. Tant mieux, tu vas pouvoir nous aider à descendre tes affaires. » Descendre mes affaires ? Mais pourquoi ? C'est ma chambre. Plus maintenant, est intervenue Ombeline avec cette voix mielleuse qui me donnait envie de hurler. J'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube de conseils beauté. J'ai besoin d'un studio. Et cette chambre a la meilleure lumière naturelle de la maison. La mienne est exposée au nord, c'est horrible pour le teint. Je me suis tournée vers mon père, cherchant un soutien, une lueur de raison. Papa ? Tu vas la laisser me mettre dehors pour des vidéos de maquillage ? Mon père a essuyé la sueur de son front, évitant mon regard. Écoute, Sibylle, ne sois pas dramatique. Ta sœur a un vrai potentiel. C'est un investissement pour son avenir. Et puis, nous avons aménagé le sous-sol pour toi. Le sous-sol ? Ai-je répété, incrédule. La pièce à côté de la chaudière ? Il n'y a même pas de fenêtre. C'est très calme, a tranché ma mère. Parfait pour tes études. Tu as toujours le nez dans tes livres de toute façon, tu n'as pas besoin de lumière naturelle. Allez, ne sois pas égoïste. Prends ce carton. J'ai passé les 2 années suivantes sous terre. Je vivais dans une pièce humide, éclairée par une ampoule nue, avec le ronronnement constant de la chaudière comme berceuse. Pendant ce temps, 2 étages plus haut, Ombeline gloussait devant sa caméra, entourée de mes anciens murs bleus qu'elle avait repeints en rose bonbon. C'est dans ce sous-sol que ma haine a cessé d'être une émotion chaude pour devenir quelque chose de froid, de dur, de structurel. J'ai travaillé comme une forcenée. J'ai passé le concours de l'École nationale supérieure d'architecture.
J'ai fini major de ma promotion au lycée. Le jour de la remise des diplômes du baccalauréat, j'ai été appelée sur l'estrade pour recevoir les félicitations du jury. J'avais dit à mes parents l'heure exacte. J'avais réservé 3 sièges au premier rang. Quand je suis montée sur scène, sous les applaudissements, j'ai cherché leur visage. Les 3 sièges étaient vides. Je suis rentrée à la maison, mon diplôme à la main. Ils étaient dans le salon, en train de manger des plats à emporter devant la télévision. « Vous n'êtes pas venu, ai-je dit. Ce n'était pas une question, c'était un constat. « Oh, Sibylle !» s'est exclamée ma mère, la bouche pleine. « On est désolé. » Ombline a eu une crise d'angoisse terrible parce qu'elle a perdu un follower sur Instagram. On a dû la consoler toute l'après-midi. Tu comprends, non? C'est fragile à cet âge-là. De toute façon, le bac, tout le monde l'a de nos jours. Ce n'est pas un exploit. J'ai regardé mon père, qui n'a même pas levé les yeux de son assiette. J'ai regardé Ombeline, qui m'a adressé un petit sourire suffisant par-dessus l'épaule de ma mère. Je comprends, ai-je dit doucement. Je comprends très bien. Ce soir-là, j'ai fait mes valises. J'ai quitté la maison le lendemain matin pour mes études supérieures. Je ne suis plus jamais revenue vivre avec eux. J'étais devenue officiellement invisible, et cela me convenait parfaitement. Car c'est dans l'ombre que l'on construit les pièges les plus efficaces. Partie 4, le secret de Mémé Yvonne et l'héritage caché 3 ans plus tard, alors que je finissais ma licence d'architecture à Paris, travaillant le soir comme serveuse pour payer mon loyer minuscule, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Mémé Yvonne était mourante. J'ai pris le premier train. Je suis restée à son chevet pendant 4 jours. Mes parents sont passés une fois, restés 10 minutes, se plaignant de l'odeur de désinfectant et demandant au médecin combien de temps cela allait encore durer car ils avaient des billets pour un week-end à Deauville. Ombline n'est même pas venue. La dernière nuit, alors que l'orage grondait dehors, Mémé Yvonne s'est réveillée. Elle était faible, mais ses yeux brillaient d'une lucidité terrifiante. Sibylle, a-t-elle chuchoté en serrant ma main de ses doigts noueux. Il faut qu'on parle du château de Miraval. Je connaissais ce nom. C'était une vieille propriété familiale en Provence, dans le Luberon. Dans les légendes familiales, c'était un palais. Dans la réalité décrite par mon père, c'était un tas de cailloux invendables, un gouffre financier rempli de rats. Tes parents, ils vont le vendre dès que je ne serai plus là, a-t-elle dit, sa respiration sifflante. Ils ont déjà contacté un promoteur qui veut tout raser pour faire un complexe hôtelier moderne en béton. Ils vont brader l'histoire de la famille pour payer les dettes de ton père et les caprices de ta sœur. Je ne peux rien faire, Mémé. Je suis étudiante. Je n'ai rien. Si. Tu as la volonté. Et tu as ça. Elle a glissé sous mon oreiller une enveloppe Kraft. C'est le numéro de Maître Baudouin, mon notaire. Il est de confiance. Il déteste ton père depuis qu'Hubert a essayé de l'arnaquer sur une vente de terrain. J'ai laissé des instructions précises. J'ai créé une structure juridique, une clause de préférence. Si le château est mis en vente, une société anonyme aura la priorité absolue pour l'acheter au prix de l'évaluation fiscale, qui est très basse vu l'état de la ruine. Elle m'a tiré vers elle, me forçant à la regarder. J'ai mis toutes mes économies personnelles, celles que ton père ne connaît pas, sur un compte à ton nom. Ce sera juste assez pour l'apport. Le reste, tu devras te battre. Achète-le, Sibylle. Répare-le. Fais en ton royaume. Et ne leur dis jamais. Pas avant que ce soit trop tard. Promets-moi. Je le promets, Mémé. Elle est morte à l'aube. L'enterrement fut une farce. Ma mère pleurait sans larmes derrière des lunettes de soleil Chanel. Mon père parlait déjà fort au téléphone sur le parvis de l'église, négociant avec des agents immobiliers. Dès la lecture du testament, ils ont été furieux de voir qu'il n'y avait presque pas d'argent liquide, puisque tout était sur mon compte secret. Ils n'ont hérité que des murs, la maison de Mémé et le fameux château de Miraval. Quelle horreur! A pesté ma mère en voyant les photos du château lors de l'inventaire. Regarde ça, Hubert. Le toit est effondré, il y a des arbres qui poussent dans le salon. Qui va vouloir acheter cette ruine? On va le brader, a tranché mon père. Je connais un type qui achète les terrains pour rien. On s'en débarrasse, on prend le cash et on oublie cette vieille bicoque. C'est là que j'ai activé le plan.
J'ai contacté Maître Baudouin. Nous avons créé une SCI, Société Civile Immobilière, au nom poétique, SCI l'Aube. J'étais la gérante, mais mon nom n'apparaissait pas dans les négociations directes. Maître Baudouin a fait une offre au nom de la SCI. Une offre misérable. Le prix d'un studio à Paris pour un château de 800 mètres carrés et 10 hectares de terrain. Mon père, trop pressé d'avoir de l'argent pour acheter une nouvelle voiture de sport, a accepté sans négocier. Il riait au téléphone quand je l'ai appelé pour prendre des nouvelles. Tu ne devineras jamais, Sibylle. On a trouvé un pigeon. Une société d'investisseurs idiots a racheté la ruine de ta grand-mère. Ils n'ont même pas visité. On a signé ce matin. Bon débarras. J'ai souri à l'autre bout du fil, le cœur battant à tout rompre. J'étais propriétaire. J'avais 21 ans, une dette colossale sur le dos, et un château en ruine. Mais c'était à moi. J'avais acheté l'héritage familial sous leur nez, et ils étaient trop aveugles pour le voir. Partie 5. La bâtisseuse de l'ombre. Les 5 années qui ont suivi ont été un mélange d'enfer et de paradis. Je menais une double vie épuisante. La semaine, j'étais architecte junior dans un grand cabinet parisien, dessinant des plans pour des centres commerciaux sans âme, économisant chaque centime, mangeant des pâtes au beurre tous les soirs. Le vendredi soir, je prenais le dernier train pour Avignon, je louais une camionnette et je roulais jusqu'à Miraval. J'ai appris à gâcher du plâtre. J'ai appris à tailler la pierre. J'ai appris à poser des ardoises sur un toit à 10 mètres de hauteur, attaché par une simple corde, le vent glacé de l'hiver fouettant mon visage. Je n'étais pas seule, heureusement. J'avais engagé Marius, un artisan local à la retraite qui avait connu Mémé Yvonne. Au début, il était sceptique. Il voyait débarquer cette petite Parisienne aux mains douces et il pensait que je tiendrais 2 semaines. Mais quand il m'a vu porter des sacs de ciment de 25 kilos, quand il m'a vu dormir sur un matelas pneumatique au milieu des gravats, se réveillant couverte de poussière blanche, il a changé d'avis. Il est devenu mon mentor, mon père de substitution. Tu as la pierre dans le sang, gamine, me disait-il en partageant son thermos de café fort à l'aube. Ce château t'attendait. Pendant que je reconstruisais pierre par pierre mon identité, ma famille continuait sa descente dans la superficialité. Ombeline avait abandonné ses études de communication au bout de 6 mois, trop fatigant, pour devenir influenceuse lifestyle. En réalité, elle vivait au crochet de mes parents, dépensant l'argent de la vente du château dans des voyages à Dubaï, des sacs à main de luxe et des soins esthétiques. Il m'appelait rarement. Quand il le faisait, c'était pour demander de l'argent. Sibylle, disait ma mère, tu gagnes bien ta vie maintenant, non? Architecte à Paris, ça doit rapporter. Ta sœur a besoin de 2000 € pour un nouveau matériel photo, c'est pour sa carrière. Tu pourrais faire un effort. Je n'ai pas d'argent, maman, répondais-je, mes mains couvertes de coupures et de callosités tenant le téléphone. Je rembourse mon prêt étudiant. Égoïste, crachait-elle avant de raccrocher. Il ne savait pas que chaque centime que je gagnais partait dans la restauration de Miraval. Il ne savait pas que je créais un chef-d'œuvre. Au bout de 4 ans, le miracle a opéré. Le château de Miraval était terminé. J'avais respecté son âme médiévale tout en y apportant le confort moderne. Les pierres dorées brillaient au soleil, la piscine à débordement se fondait dans les champs de lavande, les lustres en cristal illuminaient les grands salons. J'ai ouvert le lieu à la location pour des événements de très haut standing. J'ai gardé mon anonymat total. Sur les papiers, tout était géré par la SCI l'Aube et par Marius, que j'avais nommé régisseur. Le succès fut fulgurant. Des célébrités, des politiciens, des capitaines d'industrie venaient se marier à Miraval. Le magazine Vogue Living a consacré 6 pages au domaine, titrant « La renaissance du joyau de Provence ». L'article mentionnait une propriétaire discrète et visionnaire. Mes parents ont vu l'article. Je m'en souviens parfaitement. Mon père m'a envoyé la photo de la page par message avec ce commentaire. « Regarde ça. C'est la ruine qu'on a vendue. Les nouveaux propriétaires ont dû mettre des millions. Dire qu'on a bradé ça. Si j'avais su, j'aurais demandé plus cher à ces idiots. » J'ai regardé le message et j'ai ri seul dans mon grand salon vide. Les idiots, papa, c'est vous. Et puis, l'inévitable est arrivé. Ombeline a rencontré Godefroy de Montmirail. Partie 6, le piège se met en place. Godefroy était un anachronisme. Un jeune homme de 28 ans, issu d'une des plus vieilles familles de France, mais d'une humilité et d'une gentillesse désarmantes.
Il avait de l'argent, beaucoup d'argent, mais il roulait en vieille Volvo et s'habillait simplement. Il cherchait l'authenticité. Malheureusement, il est tombé dans les filets d'Ombeline. Elle a joué le rôle de sa vie. Elle s'est inventée une personnalité, la jeune fille de bonne famille, passionnée d'art et d'histoire, attachée aux valeurs traditionnelles. Exactement ce que Godefroy cherchait. 6 mois après leur rencontre, ils se sont fiancés. Un matin, Marius m'a appelé. Sa voix était tendue. Patronne, on a une demande de réservation pour le week-end du 15 juin de l'année prochaine. C'est votre sœur. J'ai senti un frisson glacé parcourir mon échine. Ombeline Vasseur. Elle voulait se marier chez moi. Elle a envoyé un mail au service commercial, a continué Marius. Elle dit qu'elle veut privatiser tout le domaine. Elle dit à son fiancé que c'est le lieu idéal. J'ai réfléchi à toute vitesse. Je pouvais refuser. Je pouvais dire que c'était complet. Mais une idée, sombre et délicieuse, a commencé à germer dans mon esprit. Quelles sont ces conditions? Ai-je demandé? Elle demande une réduction, évidemment. Elle a écrit « Attendez, je vous lis le mail, je suis la petite fille de l'ancienne propriétaire, Yvonne Vasseur. Ce château est le berceau de ma famille. J'aimerais que les propriétaires actuels fassent un geste commercial au nom de l'histoire. » Le culot. Elle osait utiliser le nom de Mémé Yvonne, celle-là même qu'elle avait ignorée sur son lit de mort, pour obtenir une ristourne. Marius, ai-je dit calmement. Accepte. Pardon? Dis-lui que la direction est touchée par son histoire. Dis-lui que nous sommes honorés d'accueillir une descendante. Fais-lui une réduction de 50%. Fais-lui croire qu'elle a gagné le jackpot. Vous êtes sûr, Sibylle? C'est risqué. Si elle vous voit. Elle ne me verra pas. Je resterai dans l'ombre, comme toujours. Mais ajoute une clause au contrat. Une clause très spécifique, en petits caractères, page 12. La clause d'intégrité. C'est quoi ça? Stipule que le locataire s'engage à ne faire aucune déclaration mensongère publique concernant la propriété ou la gestion du lieu, sous peine de nullité immédiate du contrat et d'expulsion sans préavis. Marius a sifflé d'admiration. C'est vicieux. J'adore. Ombeline a signé le contrat sans le lire, trop heureuse d'avoir obtenu son lieu de rêve pour une bouchée de pain. Elle s'est empressée de poster sur Instagram une photo du château avec la légende « Retour aux sources ». Tellement heureuse d'annoncer que mon mariage aura lieu dans le château de mes ancêtres. Papa et maman ont réussi à s'arranger pour que nous puissions célébrer ça à la maison. #ChâteauLife, #FamilyLegacy, #Holmony. J'ai regardé la photo. J'ai vu les commentaires élogieux de ses amis, les félicitations pour son héritage incroyable. Elle mentait à tout le monde. Elle s'appropriait mon travail, mon argent, mon identité. Elle construisait son mariage sur une fondation de mensonges. Et comme Mémé Yvonne me l'avait appris, quand les fondations sont pourries, l'édifice finit toujours par s'écrouler. J'allais juste être celle qui retirerait la première brique. Partie 7, le déjeuner de la honte et le bannissement 2 semaines avant le mariage, je suis descendue à Lyon pour un déjeuner de famille. C'était rare que je vienne, mais Godefroy avait insisté pour rencontrer la mystérieuse sœur aînée. L'atmosphère autour de la table était tendue. Ma mère avait sorti l'argenterie, qu'elle astiquait rarement, pour impressionner Godefroy. Mon père parlait trop fort, essayant de paraître important. Ombeline jouait la timide, la main posée possessivement sur le bras de son fiancé. Sibylle, a dit Godefroy avec un sourire chaleureux, tournant ses yeux clairs vers moi. Ombeline m'a dit que vous étiez architecte à Paris. C'est fascinant. Vous devez adorer le château de Miraval, non? C'est un chef-d'œuvre de restauration. J'ai posé ma fourchette. J'ai regardé ma sœur. Elle a baissé les yeux, feignant de s'intéresser à ses haricots verts. C'est un beau bâtiment, oui, ai-je répondu prudemment. C'est incroyable que vos parents aient gardé un droit d'usage, a continué Godefroy, enthousiaste. Ombeline m'a expliqué que lors de la vente, votre père avait négocié une clause secrète permettant à la famille d'utiliser le lieu pour les grands événements. C'est très noble de la part des propriétaires actuels de respecter ça. J'ai failli m'étouffer. Un droit d'usage secret? C'était donc ça leur mensonge pour justifier la location auprès de Godefroy sans admettre qu'il payait, même à moitié prix? Ah bon?
ai-je dit, un sourire glacé aux lèvres. C'est ce qu'elle t'a dit? Ombline est intervenue précipitamment, sa voix montant dans les aigus. Oui, enfin, c'est technique, chérie. Sibylle ne s'est jamais intéressée aux affaires de la famille, elle ne connaît pas les détails. Pas vrai, papa? Mon père a toussé, mal à l'aise, mais a confirmé. Oui, oui. Absolument. De vieilles histoires de contrat. Passons à autre chose. Godefroy, toujours naïf, a insisté. En tout cas, j'ai hâte que vous soyez là, Sibylle. Ombline m'a dit que vous aviez grandi là-bas pendant les vacances. J'ai ouvert la bouche pour répondre, pour dire que non, je n'y avais jamais passé de vacances car c'était une ruine infestée de rats à l'époque, mais ma mère m'a coupé brutalement. En fait, Godefroy, nous devons te parler de quelque chose. Un silence lourd est tombé sur la table. Ombline a pris une mine tragique. Quoi? A demandé Godefroy, inquiet. Ombline a soupiré. Sibylle, on en a discuté avec papa et maman. Et on pense que ce serait mieux si tu ne venais pas au mariage. Le temps s'est figé. J'ai entendu le tic-tac de l'horloge comtoise dans le couloir. Pardon? Ai-je murmuré. Godefroy était stupéfait. Mais, pourquoi? C'est sa sœur. Je sais, mon amour, a dit Ombline avec des larmes de crocodile dans les yeux. Mais Sibylle, elle est fragile. Elle a toujours été très jalouse de moi. Elle fait des scènes. Tu te souviens de mon anniversaire de 18 ans? Elle a pleuré toute la soirée parce qu'elle n'était pas le centre de l'attention. C'était un mensonge éhonté. À ses 18 ans, j'étais en train de réviser mes partiels de structure béton à la bibliothèque. On ne veut pas de drame, a renchéri ma mère, posant sa main sur celle de Godefroy. Sibylle ne se sent pas à l'aise dans ce genre de réception mondaine. Elle n'a pas les codes. Elle n'a pas les tenues. Elle se sentirait humiliée au milieu de ta famille, Godefroy. C'est pour son bien. Pour la protéger. J'ai regardé ces trois personnes. Mon père, lâche, qui regardait son assiette. Ma mère, cruelle, qui me souriait avec condescendance. Ma sœur, manipulatrice, qui me poignardait dans le dos tout en jouant les victimes. Ils me bannissaient. Ils m'interdisaient l'accès à ma propriété, au lieu que j'avais sauvé, pour protéger leurs mensonges minables. J'ai senti une colère froide m'envahir. Pas une colère explosive. Une colère calme, chirurgicale. C'est votre dernier mot? Ai-je demandé doucement. Oui, a dit Ombline. Ne viens pas, Sibylle. Fais ça pour moi, pour une fois. J'ai regardé Godefroy. Il semblait perdu, déchiré entre l'amour pour sa fiancée et son sens de la justice. Mais il n'a rien dit. Il a laissé faire. Très bien, ai-je dit en me levant. Je ne viendrai pas. Je ne voudrais surtout pas gâcher ta journée parfaite, Ombline. Je suis sortie sans me retourner. Dans la voiture, j'ai appelé Maître Baudouin. Maître? C'est Sibylle. Préparez le dossier. L'acte de propriété original. Le contrat de location. Et la notification d'expulsion. Nous avons une livraison à faire samedi prochain. Maintenant, je vous pose la question. Si votre propre famille vous humiliait ainsi, en vous interdisant d'assister au mariage de votre sœur tout en utilisant votre maison en secret, auriez-vous simplement tourné la page? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez ressenti à ma place. Partie 8. Les préparatifs de la vengeance la semaine précédant le mariage a été d'une étrange sérénité pour moi. Alors qu'à Lyon, ma famille devait courir dans tous les sens pour les derniers essayages et les plans de table, j'étais assise dans le bureau feutré de Maître Baudouin à Paris. Le notaire, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux blancs impeccables et au regard malicieux, jubilait. Il avait toujours détesté l'arrogance de mon père. C'est un chef-d'œuvre juridique, Sibylle, a-t-il dit en parcourant le dossier que nous avions assemblé. La clause d'intégrité est imparable. En prétendant être les propriétaires auprès de la famille Montmirail et sur les réseaux sociaux, ils ont techniquement rompu le bail. Vous êtes en droit de les expulser à la minute où la preuve est apportée. Nous avons préparé le cadeau. J'ai acheté une boîte en bois précieux, incrustée de nacre. À l'intérieur, nous avons disposé 3 documents, soigneusement reliés, l'acte notarié de propriété,
une copie certifiée conforme, avec mon nom, Sybille Vasseur, écrit en toutes lettres comme gérante et associée unique de la SCI L'Aube. Le contrat de location, signé de la main d'Ombeline avec la clause d'intégrité surlignée en jaune fluo. Une facture rectificative, annulant la remise de 50% accordée au titre de membre de la famille fondatrice puisqu'il m'avait renié, et ajoutant une pénalité pour usurpation de titre. Le montant total passait de 42 000 € à 95 000 €, payable immédiatement. Et pour finir, j'ai glissé une petite note manuscrite sur du papier à en tête de mon cabinet d'architecture. Chère Ombeline, tu ne voulais pas que je vienne parce que je n'avais pas ma place chez toi. Tu avais raison sur un point, ce n'est pas chez toi. C'est chez moi. Bonne réception, ta propriétaire et sœur, Sybille. Le matin du mariage, je me suis réveillée à l'aube. J'ai pris ma voiture et j'ai conduit jusqu'en Provence. Je savais que je serais refoulée à l'entrée. C'était prévu. Je voulais qu'ils prononcent les mots. Je voulais qu'ils confirment leur cruauté une dernière fois avant que je n'abatte le marteau. J'ai garé ma voiture un peu à l'écart, dans un chemin de terre que je connaissais bien, surplombant le domaine. De là, je pouvais voir les tentes blanches se dresser dans les jardins, les fleurs que j'avais fait planter, les fontaines que j'avais fait réparer. C'était magnifique. C'était mon œuvre. Et ils la souillaient par leur présence. J'ai attendu leur hache. J'ai mis ma robe bleue. J'ai conduit jusqu'au portail. Vous connaissez la suite de cette rencontre. Le mépris. Le rejet. L'enveloppe laissée aux gardes. Ce que vous ne savez pas, c'est ce qui s'est passé ensuite, une fois que j'ai fait demi-tour. Je ne suis pas rentrée chez moi. Je suis allée dans un petit hôtel discret à 2 kilomètres de là. J'ai sorti mon ordinateur portable. En tant que propriétaire, j'avais accès au système de vidéosurveillance du château pour des raisons de sécurité. J'ai ouvert le logiciel. L'écran s'est allumé. J'avais une vue plongeante sur la salle de bal. Le son était cristallin. Le spectacle allait commencer. Partie 9, la célébration usurpée sur mon écran, la fête battait son plein. C'était une débauche de luxe. Les lustres en cristal scintillaient, les tables croulaient sous les fleurs rares et l'argenterie. Je voyais mes parents circuler entre les tables, rayonnants. Mon père tenait un verre de whisky, le visage rougeaud, et il haranguait un groupe d'invités distingués, probablement des oncles et tantes de Godefroy. J'ai monté le son pour entendre ce qu'il disait. Ah, oui, ce plafond. C'est mon arrière-grand-père qui l'a fait peindre par un artiste italien en 1920. Nous avons dû faire venir des spécialistes de Florence pour le restaurer l'année dernière. Un travail titanesque, mais quand on aime son patrimoine, on ne compte pas. Menteur. C'est moi qui avais trouvé l'artisan local à Avignon. C'est moi qui avais payé la facture de 12 000 €. Il n'avait jamais mis un centime là-dedans. Un peu plus loin, ma mère montrait les tapisseries. Ces tapisseries sont dans la famille depuis Louis XIV. Nous avons hésité à les prêter au musée du Louvre, mais finalement, elles sont mieux ici, à la maison. Faux. Je les avais achetées aux enchères chez Drouot il y a 3 ans. C'était insupportable. Ils volaient tout. Chaque détail, chaque pierre, chaque souvenir que j'avais créé, ils se l'appropriaient pour se grandir aux yeux de la belle famille. Et Ombeline. Elle était sur l'estrade, magnifique dans sa robe à 10 000 €, payée par qui? Probablement à crédit. Elle a pris le micro pour porter un toast. Je voudrais remercier mes parents, a-t-elle dit, la voix tremblante d'émotion feinte. Merci de m'offrir ce mariage de rêve dans notre maison de famille. Je sens la présence de mes ancêtres ici ce soir. Je sais que Mémé Yvonne nous regarde de là-haut et qu'elle est fière que je perpétue la tradition des Vasseurs en ces lieux. J'ai serré les poings devant mon écran. Mémé Yvonne devait se retourner dans sa tombe. C'est à ce moment-là que j'ai vu Marius entrer dans le champ de la caméra. Il portait son uniforme de régisseur. Il tenait mon coffret en bois. Il s'est approché de la table d'honneur. Le DJ a baissé la musique. Mesdames et messieurs, une petite surprise. Un cadeau de dernière minute est arrivé pour la mariée. Ombeline a souri, ravie. Elle adorait les cadeaux. Elle a fait signe à Marius d'approcher. Oh! Qui est-ce? A-t-elle demandé au micro. Marius, le visage impassible, a tendu la boîte. C'est de la part de votre sœur, mademoiselle.
Elle a insisté pour que vous l'ouvriez maintenant. Elle a dit que c'était « structurel ». Omblin a ri. Un rire condescendant. Ah, Sibylle. Elle n'a pas pu venir, la pauvre. Elle doit se sentir coupable. Voyons ce qu'elle a envoyé. J'espère que ce n'est pas un de ces vieux livres poussiéreux. La salle a ri avec elle. Godefroy souriait poliment, mais je voyais dans ses yeux qu'il était gêné par la méchanceté gratuite d'Omblin. Vas-y, ouvre, Ombeline. Ouvre la boîte de Pandore. Partie 10, le grincement de la guillotine. Ombeline a dénoué le ruban de soie rouge. Elle a soulevé le couvercle de la boîte incrustée de nacre. J'ai retenu mon souffle. Elle a plongé la main à l'intérieur et en a sorti le dossier relié en cuir. Son sourire a vacillé un instant. Ce n'était pas un bijou. Ce n'était pas un chèque. C'était du papier. C'est quoi? Un poème? A-t-elle plaisanté nerveusement? Elle a ouvert le dossier. J'ai vu, en haute définition, la couleur quitter son visage. C'était comme si on avait éteint une lampe à l'intérieur d'elle. Elle est devenue blême, puis grise. Ses yeux se sont écarquillés démesurément. Ses mains ont commencé à trembler, faisant bruisser le papier devant le micro. Elle lisait l'acte de propriété. SCI l'Aube. Gérante, Sibylle Vasseur. Elle a tourné la page frénétiquement. Le contrat de location. La clause d'expulsion. La facture de 95 000 €. Non, a-t-elle murmuré. Le micro a capté ce murmure. Non, c'est impossible. Godefroy, inquiet de son silence, s'est penché vers elle. Ombeline? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens mal? Elle a essayé de cacher le dossier, de le refermer, mais ses mains ne répondaient plus. Le dossier a glissé et s'est étalé sur la table, renversant une flûte de champagne. Godefroy a ramassé la première feuille. Il l'a lue. Il a froncé les sourcils. Il a relu. Il a levé les yeux vers Ombeline, puis vers le plafond peint, puis vers Ombeline encore. Sibylle? A-t-il dit, sa voix portant clairement dans le silence qui s'installait progressivement dans la salle. Sibylle est la propriétaire? Ombeline s'est levée brusquement, renversant sa chaise. C'est un faux. A-t-elle crié, sa voix aiguë frôlant l'hystérie. C'est elle. Elle est folle. Elle a imprimé de faux papiers pour gâcher mon mariage. Maman, papa, faites quelque chose. Dites-lui que c'est faux. Mes parents se sont précipités. Mon père a arraché le papier des mains de Godefroy. Il a lu. J'ai vu sa mâchoire se décrocher. Il a reconnu la signature de Maître Baudouin. Il a reconnu le cachet officiel. Il savait. Au fond de lui, il a compris instantanément que le pigeon qui avait acheté la ruine 5 ans plus tôt, c'était moi. Mais il a choisi le déni. C'est une erreur administrative. A-t-il bafouillé? Sibylle ne peut pas. Elle n'a pas d'argent. Elle est serveuse. Enfin, elle était serveuse. C'est là que Maître Baudouin est entré en scène. Je l'avais invité. Il était assis discrètement au fond de la salle. Il s'est levé, a ajusté sa cravate et a marché vers l'estrade d'un pas lent et mesuré. Il n'y a aucune erreur, monsieur Vasseur, a-t-il projeté de sa voix de baryton. Tout le monde s'est tourné vers lui. Je suis Maître Baudouin, notaire. Je certifie l'authenticité de ces documents. Mademoiselle Sibylle Vasseur a acheté cette propriété il y a 5 ans. Elle l'a restaurée seule, avec ses fonds propres et ses mains. Elle est l'unique propriétaire légale de ce château. Un brouhaha a parcouru la salle. 400 personnes chuchotaient en même temps. La sœur? Mais ils ont dit que c'était à eux. Ils nous ont menti? Godefroy s'est tourné vers Ombeline. Son visage, habituellement si doux, était devenu de pierre. Tu savais? A-t-il demandé. Non. Je te jure. A pleuré Ombeline, s'agrippant à sa veste. Je ne savais pas que c'était elle. Je croyais que c'était une société anonyme. Donc tu m'as menti quand même, a dit Godefroy calmement. Tu m'as dit que c'était à tes parents. Tu m'as dit qu'il y avait un droit d'usage ancestral.
Alors que vous louiez simplement le lieu à une société? C'était pour l'image. Pour nous. Pour que tu sois fier. Pour que je sois fier? A répété Godefroy, incrédule. Tu as banni ta propre sœur, la véritable propriétaire de ce lieu, celle qui nous a hébergés, tu l'as traitée comme une malpropre à l'entrée de sa propre maison, pour l'image? Il a reculé, se dégageant de son étreinte. Partie 11. L'effondrement. Ce qui a suivi a été la chose la plus satisfaisante et la plus douloureuse que j'ai jamais vue. C'était la destruction totale d'une illusion. Godefroy a regardé ses parents, qui étaient assis au premier rang, le visage livide. Son père, le comte de Montmirail, s'est levé, a boutonné sa veste et a fait un signe sec de la tête à son fils. Godefroy a retiré sa bague de fiançailles. C'était un anneau simple, en or, gravé aux armes de sa famille. Il l'a posé sur la table, à côté du dossier de propriété. Je ne peux pas faire ça, Ombeline. Quoi? Mais, le gâteau, on n'a pas encore coupé le gâteau. A-t-elle balbutié, totalement déconnectée de la réalité. Il n'y a pas de gâteau, a dit Godefroy. Il n'y a que du vent. Tu n'es pas celle que je croyais. Je pensais épouser une femme de valeur, pas une usurpatrice. Je suis désolé. C'est fini. Il s'est retourné et a commencé à marcher vers la sortie. Non. Godefroy. Reviens. A hurlé Ombeline. Elle a couru après lui, mais sa robe s'est prise dans une chaise. Elle a trébuché et s'est étalée de tout son long sur le sol en marbre. Personne ne l'a aidée. Ma mère s'est évanouie, ou a fait semblant. Mon père a essayé de barrer la route au père de Godefroy. Monsieur le comte. Attendez. C'est un malentendu familial. On peut s'arranger. Sibylle est une petite peste, on va lui faire annuler tout ça. Le comte l'a regardé comme on regarde une tache sur sa chaussure. Monsieur Vasseur, vous avez menti sur votre fortune, sur votre propriété, et vous avez traité votre fille aînée qui semble être la seule personne respectable de votre famille avec une cruauté inouïe. Ne m'adressez plus jamais la parole. La salle s'est vidée en un temps record. Les invités, gênés, fuyaient comme si le château était en feu. Sur mon écran, je voyais Ombeline, seule au milieu de la piste de danse vide, pleurant dans sa robe déchirée. Marius s'est approché d'elle. Mademoiselle, a-t-il dit poliment. La propriétaire m'informe que le contrat est rompu. Vous avez 1 heure pour libérer les lieux et retirer vos effets personnels. Au-delà, je serai contraint de faire évacuer le matériel par la sécurité. Ah, et voici la facture des dégâts. Il lui a tendu une enveloppe bleue. Mon téléphone a vibré. C'était un message de mon père. Tu es morte pour nous. Tu as tout détruit. Je te déshérite. J'ai tapé ma réponse lentement, savourant chaque lettre. Tu ne peux pas déshériter quelqu'un qui a déjà tout construit par lui-même. Et pour info, papa, tu n'as rien à léguer. À part tes dettes. Sors de chez moi. J'ai fermé mon ordinateur. J'ai bu une gorgée d'eau. Mes mains ne tremblaient plus. J'étais calme. J'étais libre. Partie 12. La liberté retrouvée et le nouveau règne. 6 mois ont passé depuis le mariage rouge, comme l'appelle Marius. Les conséquences ont été dévastatrices pour eux, comme un château de cartes qui s'effondre. L'histoire a fuité dans la presse locale, puis nationale. L'arnaque au château a fait les gros titres. La réputation de mon père a été anéantie, ses partenaires d'affaires l'ont lâché. Ils ont dû vendre leur maison de Lyon pour payer les dettes du mariage, le traiteur, le fleuriste, et ma facture de 95 000 € que j'ai fait exécuter par huissier sans aucune pitié. Ils vivent maintenant dans un petit appartement en location en banlieue. Ombeline a été détruite sur les réseaux sociaux. Elle a dû supprimer tous ses comptes. Elle a perdu Godefroy, bien sûr, mais aussi tous ses amis de la haute qui ne veulent plus être vus avec elle. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle travaillait comme hôtesse d'accueil dans un centre commercial. Quant à moi, je suis assise sur la terrasse de mon château, regardant le soleil se coucher sur les vignes. J'ai transformé la chambre qui devait être la suite nuptiale en mon bureau personnel. C'est la pièce la plus lumineuse de la maison. Godefroy est venu me voir, une fois. Il voulait s'excuser en personne. Nous avons pris un café. Il m'a dit qu'il m'admirait.
Il m'a dit que si nous nous étions rencontrés dans d'autres circonstances. Je l'ai arrêté. Je n'ai pas besoin de pitié, ni de romance. J'ai besoin de pierre et de ciment. Je n'ai plus aucun contact avec ma famille biologique. Ils essaient parfois de m'appeler, surtout quand les fins de mois sont difficiles, mais mon numéro a changé. Je suis devenue l'étrangère qu'ils voulaient que je sois. Mais je ne suis plus invisible. J'ai appris une leçon précieuse, celle que Mémé Yvonne essayait de m'enseigner avec ce vieux livre d'architecture. On ne peut pas construire sa vie sur les attentes des autres. Si votre famille ne vous donne pas de place à table, construisez votre propre maison. Construisez-la si grande, si belle et si solide qu'ils devront lever les yeux pour vous regarder. Et quand ils frapperont à la porte pour demander l'asile, rappelez-vous qui vous a laissé sous la pluie. Je regarde les murs de Miraval. Ils sont solides. Ils ont résisté aux siècles, aux guerres, et maintenant, à la trahison. Ils sont comme moi. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'est la première fois que je la raconte en entier. Et vous? Avez-vous déjà dû couper les ponts pour vous sauver? Avez-vous déjà réussi là où ceux qui vous méprisaient ont échoué? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à poser la première pierre de sa propre forteresse. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous. Ça aide énormément la chaîne. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, la meilleure vengeance, c'est une réussite éclatante et sans excuse. À bientôt.